Donc, on va maintenant y aller avec notre troisième présentateur, Arsène, qui est doctorant en génie électrique au 3IT à l'Université de Sherbrooke et qui vient... Voyons. Allez, je vais arriver, je m'excuse. Et qui vient nous parler de capteurs et d'électronique ce soir. Allô? Pardon, je suis arrivé un peu tôt sur scène. J'aurais pu attendre les applaudissements. Ça vous est tous arrivé un jour d'utiliser tellement votre téléphone qu'en le remettant dans votre poche, vous avez remarqué qu'il chauffait. Alors, bien que cette sensation soit agréable, je vais faire ça parce qu'après c'est utile. Alors, bien que cette sensation soit agréable, c'est vraiment pas ce que l'on veut si on veut un téléphone qui dure plus de 3 ans. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ceci? C'est ce que vous avez dans votre téléphone. Alors évidemment, c'est un petit peu plus petit que ça. C'est ce qu'on appelle un circuit imprimé ou PCB pour les intimes. Il y a à l'intérieur tout un tas de composants, de la résistance, du condensateur, de l'AOP et j'en passe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci. Ce qu'il y a au milieu, une puce électronique. À 3, je vais vous demander de dire « Oh, la belle puce ». 1, 2, 3. « Oh, la belle puce ». Comme je vous comprends, et c'est vrai qu'elle est jolie. Je remarque que vous êtes nombreux aujourd'hui. Alors imaginez que vous soyez le double, le triple, voire le quadruple. Vous imaginerez que cette salle sera beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, là. Eh bien, dans une puce, c'est exactement la même chose. On a des transistors, qui seraient l'équivalent de vous, et on en intègre de plus en plus dans un espace de plus en plus petit. Évidemment, ça chauffe. À l'intérieur, on a un matériau. C'est très compliqué, le micro, là, qui est... On a à l'intérieur donc des matériaux qui, lorsqu'on a une variation de température, quand il se refroidit, il se rétracte, et quand il se réchauffe rapidement, il se dilate jusqu'à éclater. C'est exactement ce qui se passe dans une puce. Et évidemment, ce n'est pas ce que l'on veut. Alors ce que l'on fait, c'est un assemblage. Donc on vient superposer des couches qui viennent supporter mécaniquement la puce, qui viennent la protéger à la manière du capot, qui est la face visible de la puce, ou alors par exemple la pâte thermique qui vient dissiper la chaleur. De la même manière que le capot, on va utiliser un matériau qui vient dissiper cette chaleur. Alors moi j'aimerais savoir s'il y a des matériaux qui sont plus efficaces ou des techniques qui sont meilleures, par exemple ajouter une ventilation par-dessus. Mais avant de savoir quel matériau sera le plus efficace, il faut d'abord le comprendre et mesurer cet impact. Eh bien, quoi de mieux que pour mesurer cet impact que d'intégrer des capteurs de température sur les différentes couches? Et quoi de mieux que d'intégrer directement entre chaque couche pour comprendre les interfaces entre les matériaux? Alors, super. Moi, j'ai mon objectif. Je vais fabriquer mes capteurs de température dans mon assemblage. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Je prends mes petits produits chimiques, je prends mon marteau. Un marteau, c'est un peu compliqué, mais je prends mes produits chimiques et je fabrique mes capteurs. Problème, sinon c'est vraiment pas rigolo et ce ne serait pas de la recherche, je dois fabriquer des capteurs très petits qui s'intègrent à l'intérieur, de la taille d'un cheveu. La taille d'un cheveu, c'est quelques micromètres. J'en profite d'en avoir encore pour vous en présenter un d'ailleurs. Et puis ce cheveu, je dois l'intégrer sur une surface qui n'est pas du tout adaptée pour ce genre de fabrication. Il faut que j'intègre quelque chose qui soit plat sur quelque chose qui est très rugueux, tel une montagne. C'est un peu comme construire une maison sur une autre maison, très compliqué. Donc voici ma recherche. Je fabrique des capteurs de température dans mon assemblage. Elle est résumée en 5 minutes. Donc de la microfabrication, de la chaleur et beaucoup de patience. Je vous remercie. Merci, Arsène. Est-ce qu'il y avait des questions? Vas-y. Oui. Alors, juste répéter la question dans le micro, s'il te plaît. Alors, ta question, c'était est-ce qu'il y a un minimum de miniaturisation qu'on peut avoir?
Oui. Alors, oui, évidemment, ça dépend. Donc, justement, moi, j'ai des contraintes que j'ai exposées. Donc, par exemple, la rugosité. Donc là, ça va me permettre de définir un petit peu la taille que je peux fabriquer. Parce qu'évidemment, je ne peux pas fabriquer quelque chose qui soit trop petit avec une rugosité qui est énorme. C'est par exemple un exemple. Donc oui, j'ai des contraintes. Je ne peux pas aller de l'ordre d'un transistor qui est d'aujourd'hui de l'ordre du nanomètre. Donc là, je suis de l'ordre du micromètre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On aurait le temps pour une deuxième question. Vas-y. Oui, c'est exactement le problème. Et c'est ce que je veux mesurer. Justement, pardon, je n'ai pas répété la question. S'il y a deux matériaux qui sont collés et un qui s'expand plus que l'autre, est-ce que ça pose problème? Oui, c'est exactement le phénomène qui se passe. C'est à l'interaction entre ces deux matériaux. Il y en a un qui va se dilater plus rapidement, l'autre moins rapidement, et ça crée encore plus de contraintes. Je l'avais montré avec qu'un seul matériau, avec la pâte à fixe, mais ça s'amplifie avec deux matériaux collés entre eux. Super, merci Arsène.